Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire de l'AFPBN qui est un webinaire transsection. On a réuni deux super sections de l'AFPBN, donc la section STEP dont le représentant est David Swirzlik, excuse-moi, qui est une section autour de la stimulation transcrânienne en psychiatrie, et la section neuropsychiatrie que j'ai le plaisir de co-diriger avec Béatrice Garcin, qui est, elle, neurologue. Et donc, vous allez avoir un programme autour des troubles neurologiques fonctionnels. On a voulu être un petit peu provocateur en reprenant le terme d'hystérie dans cette présentation, puisque vous le savez, longtemps, ces troubles ont été dénommés ainsi. Et finalement, ce webinaire a pour but de montrer à quel point il existe éminemment un support organique à ces troubles, et ça sera l'intervention d'Ismaël Conegero, à quel point on peut avoir un intérêt à recourir à la neurostimulation avec une présentation vraiment de ce qu'est les différentes neurostimulations et comment cela fonctionne avec David, et Béatrice finira sur quelles sont les données à ce jour dans les troubles neurologiques fonctionnels de ces stimulations. Je donne tout de suite la parole sans plus attendre à Ismaël Conegero, qui est psychiatre d'adultes à Nîmes et qui est vraiment spécialiste des troubles neurologiques fonctionnels avec un PHRC national à son actif sur cette thématique. Ismaël, c'est à toi. Bonjour à tous. Donc voilà, je me présente, Ismaël Conegero, psychiatre à Nîmes. J'ai le plaisir de vous présenter cette première partie sur les bases cérébrales des troubles neurologiques fonctionnels. Alors les troubles neurologiques fonctionnels font partie du spectre dissociatif. Le spectre dissociatif est défini par la classification internationale des maladies comme une interruption ou une discontinuité involontaire de l'intégration normale de l'identité, de la conscience, des sensations, des perceptions, des affects, des pensées, de la mémoire et du contrôle moteur, du contrôle des mouvements du corps et du comportement. Cette discontinuité, interruption, peut être complète ou partielle. La plupart du temps, cette discontinuité est partielle et peut varier d'un moment à l'autre dans la journée ou d'un jour sur l'autre. Le spectre dissociatif, donc comme je vous l'ai dit en introduction, comprend d'une part une altération du contrôle moteur qui s'apparente à ce qu'on appelle les troubles neurologiques fonctionnels selon le DSM-5, ou une amnésie dissociative, les troubles dissociatifs de l'identité, qui sont les représentants principaux des troubles dissociatifs psychiques. Les troubles neurologiques fonctionnels, donc, je vais vous présenter leur physiopathologie plus en détail, sont appelés troubles dissociatifs aussi neurologiques, au sens de la classification internationale des maladies, ou plus communément, dans le sens commun, troubles de conversion hystérique et donc troubles neurologiques fonctionnels, selon le DSM-5. Ils sont définis par une altération de la motricité volontaire, des fonctions sensitives ou sensorielles. Ces altérations sont incompatibles avec une affection neurologique, connue, et altèrent significativement le fonctionnement. Ces symptômes sont inconsistants et inconstants. Inconstant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces symptômes, ils fluctuent dans la journée, ils peuvent fluctuer d'un moment à l'autre, ils sont la plupart du temps réversibles, mais ils peuvent aussi se chroniciser chez une large part de patients. Jusqu'à la moitié des patients à 12 ans montrent des altérations persistantes qui peuvent être multiples, polymorphes, et ils sont inconsistants. Inconsistants, ça veut dire il y a deux types d'inconsistance, une inconsistance interne ou une inconsistance externe. L'inconsistance interne signifie que les symptômes finalement sont parfois incohérents entre eux. Le patient, ils peuvent être variables en fonction de l'individu qui est présent avec le patient. Ils peuvent varier en fonction des circonstances. Et l'inconsistance externe signifie que ces symptômes ne correspondent pas à la neuroanatomie connue, présente dans la littérature, et ne sont pas compatibles avec une lésion neurologique focalisée.
Ces déficits peuvent être moteurs, comme je vous l'ai dit, sensitifs avec un déficit de la sensibilité, de la motricité. Les perturbations peuvent être sensorielles avec un rétrécissement du champ visuel parfois. Il peut y avoir des mouvements anormaux. Les patients peuvent aussi présenter des troubles de la marche, de type astasie-abasie qui ne correspondent pas aux troubles de la marche classique en neurologie, comme la marche à petits pas, la marche steppante, la marche dandinante ou d'autres altérations classiques et reconnues. Il peut également y avoir des troubles de la déglutition et de l'élocution. Et enfin, les troubles neurologiques fonctionnels comprennent aussi ce qu'on appelle les crises non épileptiques psychogènes, ou PNES, selon l'acronyme anglais, qui sont des crises qui ne correspondent pas avec des crises paroxystiques qui ne correspondent pas au standard classique de l'épilepsie. Je vais vous parler de la physiopathologie donc de ces troubles. La première étude de neuroimagerie qui a été faite chez les patients avec troubles neurologiques fonctionnels date de 1995, avec un case report de Ti Onen, qui a montré chez une patiente de 32 ans avec paralysie de l'hémicorps et anesthésie unilatérale de l'hémicorps gauche. Thionen a montré que cette patiente avait une altération du métabolisme frontal et pariétal droit, donc un déficit métabolique contralatéral. Le Vuillemier, en 2001, a fait une des premières études sur une série de cas qui a inclus 7 patients, toujours en médecine nucléaire, en PET scan, et a montré qu'il y avait également les patients qui avaient un déficit unilatéral, un déficit moteur unilatéral, avaient des hypométabolismes des noyaux gris centraux, notamment du thalamus, du noyau codé et du putamen. Et en particulier, Vuillemier, sur cette série de patients en PET scan, a montré que le déficit métabolique, l'hypométabolisme du noyau codé était associé à une persistance du déficit moteur à 2 mois chez les patients. Donc en effet, Vuillemier, au cours de cette étude, a inclus 7 patients et a fait 2 TEP scans, un à T0, un à 2 mois, et a montré finalement qu'il y avait des marqueurs prédictifs de mauvais pronostics. Partant de ce schéma d'études présenté par Vuillemier en 2001, nous avons fait une étude assez similaire à Nîmes, chez 19 patients qui ont été inclus dans l'étude ICOR en cours de publication. Ces 19 patients ont été évalués conjointement par neurologue et psychiatre au cours d'une consultation commune. Et après cette consultation, les patients étaient soumis à un TEP scan cérébral aux 18 fluorodésoxyglucose, un TEP scan à l'inclusion et un TEP scan à 3 mois, un deuxième TEP scan à 3 mois. Et on a montré qu'à l'inclusion, chez ces patients qui avaient un premier épisode de troubles conversifs, de troubles neurologiques fonctionnels moteurs avec déficit, comparé à une base de sujets témoins, ces patients avaient un hypométabolisme du cortex préfrontal, notamment du cortex frontopolaire, du cortex orbitofrontal et de l'aire motrice supplémentaire correspondante aux symptômes. Et on a montré, comme je vous l'ai dit, on a fait un deuxième TEP scan à 3 mois chez ces patients qui montre que, d'une part, les patients à 3 mois qui étaient suivis, les 14 patients qu'on a pu suivre, l'anomalie de départ présente, que je vous ai présentée au niveau du cortex frontal de départ, cette anomalie disparaissait comparée à la même base de sujets témoins. Et on a confirmé cette donnée avec une analyse de sensibilité. Par ailleurs, une des données intéressantes de cette étude est que parmi les 14 patients, 8 se sont améliorés, 6 ont eu des symptômes persistants à 3 mois. Et chez ceux qui s'amélioraient, on a mis en évidence une augmentation de l'activité du cortex préfrontal dorsolatéral bilatéral et notamment du cortex préfrontal dorsolatéral droit, du cortex préfrontal dorsolatéral droit. Ce qui finalement constitue une forme de marqueur de rémission chez les patients qui se sont améliorés.
Partant des résultats de cette étude, on a décidé, comme vous l'a dit Coraline, de stimuler ces patients par TDCS, de stimuler le cortex préfrontal dorsolatéral, qui est donc un marqueur de rémission de stimuler la fonction du cortex préfrontal dorsolatéral, qui, on l'a vu chez les patients de l'étude ICOR, augmentait son activité chez ceux qui étaient en rémission. Donc, on s'est dit qu'on pouvait essayer de booster cette rémission avec la stimulation par TDCS de cette région. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc, c'est le docteur Fabricio Pereira qui a fait les analyses, car moi-même, je reste un aveugle de cette étude, car c'est une étude randomisée en double aveugle, TDCS active versus TDCS placebo. Ce qu'on a montré, c'est qu'en stimulant le cortex préfrontal dorsolatéral, on mettait en évidence une augmentation de l'activité, justement, de l'aire motrice supplémentaire, qui, on l'a vu, est hypoactive, hypométabolique, chez les patients à l'inclusion de manière basale. Et en plus, on a montré qu'en stimulant le cortex préfrontal dorsolatéral, on avait une augmentation de l'activité du cortex orbitofrontal, qui est une région, elle aussi, hypoactive chez les patients, à la base, à l'inclusion. Ce sont évidemment des résultats préliminaires qui demandent à être confirmés avec la totalité de l'étude, mais ce sont des résultats encourageants et qui montrent qu'il y a une réelle action de la TDCS chez ces patients à distance de la zone stimulée. Je vous ai parlé des troubles neurologiques fonctionnels, mais il y a également les troubles dissociatifs psychiques, comme les troubles dissociatifs de l'identité. Et on a montré une étude publiée par SAR en 2007 a montré que chez les patients avec troubles dissociatifs psychiques, on percevait aussi une diminution de l'activité du cortex orbitofrontal, toujours en TEP scan, chez 21 patients comparé à 9 sujets témoins. Finalement, cette étude montre on montre qu'il y a des bases communes aux troubles dissociatifs neurologiques, ou troubles neurologiques fonctionnels et aux troubles dissociatifs psychiques, qui montrent tous deux des altérations du cortex orbitofrontal, qui est une région émotionnelle qui qui module l'activité des régions motrices. Et on s'est demandé s'il pouvait y avoir d'autres bases communes aux troubles dissociatifs psychiques et neurologiques. Et notamment, on a montré récemment, au cours d'une revue de la littérature, que les patients atteints de ces troubles, de ce large spectre dissociatif, avaient une hyperréactivité de l'axe du stress, de l'axe HPA, sauf ceux qui avaient subi un traumatisme antérieur, et ce sont des données qui ont été montrées dans la littérature. Finalement, on peut, ces données sous-tendent et on peut émettre l'hypothèse qu'il existe une physiopathologie commune aux troubles neurologiques fonctionnels et aux troubles neurologiques et aux troubles dissociatifs psychiques, qui peut se décrire selon un axe neurodéveloppemental avec une vulnérabilité spécifique qui se traduit par un hypométabolisme des régions préfrontales, ou en tout cas une dysrégulation des régions préfrontales, qui, à son tour, entraîne, lorsque le patient est soumis à un nouveau stress dans la vie quotidienne, des anomalies de certains circuits spécifiques. Pour les troubles dissociatifs psychiques, des circuits de la mémoire avec des altérations de la fonction de l'hippocampe et des altérations du cortex préfrontal dorsolatéral. Et chez les patients qui ont un trouble neurologique dissociatif ou trouble neurologique fonctionnel, des altérations d'autres circuits spécifiques, tels que le circuit de la sélection motrice, le circuit de l'agentivité, du monitoring de l'action et le circuit de la salience. Voilà pour cet aperçu de la physiopathologie des troubles neurologiques fonctionnels et plus largement des troubles dissociatifs. Et je vais passer la parole au docteur David Zekeli, qui est médecin chef de service adjoint à l'hôpital Princesse Grace à Monaco et qui s'occupe d'une équipe de liaison qui va vous présenter les principes de la stimulation cérébrale dans ces troubles.
Merci beaucoup. Merci beaucoup Ismaël. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'icône questions en bas à droite de votre écran. Nous y répondrons à la fin des 3 interventions et merci vraiment pour cette brillante intervention. Et nous laissons donc la parole à David Sekeli. C'est à toi. Oui, bonjour à tous. Merci Ismaël pour ce magnifique exposé qui effectivement amène vraiment des réflexions sur les questions de la physiopathologie des troubles fonctionnels. Alors, moi, je vais surtout vous parler de la neurostimulation et finalement de ce qu'on connaît déjà la neurostimulation. Alors, plus principalement dans les pathologies, les pathologies psychiatriques, dépression en particulier. Alors, quand on parle de neuromodulation, on parle évidemment de sismothérapie, on parle de stimulation du nerf vague, de stimulation cérébrale profonde. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est surtout de stimulation magnétique et de stimulation à courant continu. On va se focaliser sur ces 2 techniques non invasives. La RTMS, elle est validée par la FDA dans la dépression résistante, mais également dans le TOC, dans l'addiction au tabac, et la TDCS est encore en cours d'évaluation. Quand on parle de stimulation magnétique transcrânienne, en fait, on parle de quoi? On va envoyer des impulsions magnétiques sur le crâne du patient afin d'agir sur les neurones, et on va parler soit de stimulation à visée d'exploration neurophysiologique, et on va envoyer des impulsions uniques ou isolées, soit on va faire de la RTMS, et là, c'est des trains cadencés d'impulsions magnétiques que l'on va délivrer avec un vrai objectif de neuromodulation expérimentale ou thérapeutique. En pratique, on dispose maintenant d'appareils et de sondes de RTMS qui sont de géométrie variable et des bobines très circulaires qui vont avoir un champ large mais superficiel, des bobines dites en forme de 8 qui vont avoir un champ focal mais qui vont rester superficielles. Et puis depuis une petite dizaine d'années, on a maintenant des bobines soit comme ça en forme de casque, c'est ce qu'on appelle la Deep TMS, soit des bobines en forme de 8, mais vous voyez qui ont un angle et qui permettent d'aller stimuler plus en profondeur des structures cérébrales comme le cortex dorsomédial par exemple, ou le cortex orbitofrontal dont Ismaël nous a parlé tout à l'heure. Donc on a maintenant des outils qui nous permettent de faire de la stimulation magnétique pas uniquement de manière superficielle, mais également en profondeur. Autre capacité de la stimulation magnétique, ça va être d'orienter le sens de la neuromodulation et finalement en utilisant des hautes fréquences ou des basses fréquences entrecalées de trains, de pause, on va activer des mécanismes de LTP ou des mécanismes de LTD pour augmenter la transmission de tonus synaptique ou au contraire le réduire. Alors, quand on envoie des impulsions magnétiques, en effet aigu, on va activer des circuits neuronaux par une hyperpolarisation. Et puis, si on envoie des trains répétés, on va avoir une action sur les circuits neuronaux qui va pouvoir se prolonger pendant plusieurs minutes. Et si on fait des séances répétées plusieurs jours d'affilée, on va commencer à mettre en œuvre des mécanismes de neurotrophicité, de neuroplasticité par la LTP-LTD dont je parlais tout à l'heure, et puis avoir une action sur la transmission monoaminergique. Et c'est cet effet qui permet d'avoir une prolongation de l'effet clinique que l'on a constaté. Donc, la stimulation magnétique va nous permettre d'inhiber ou de faciliter des circuits corticaux et de corriger différentes dysfonctions cérébrales en prolongeant les séances. Alors, comment ça fonctionne la RTMS? Par exemple, quand on fait de la RTMS à haute fréquence chez les patients déprimés, on va cibler le cortex dorsolatéro-préfrontal gauche et on va emprunter le circuit cérébral qui va aller jusqu'à l'amygdale, jusqu'à l'aire cingulaire antérieure. Et l'idée est de moduler finalement tout un circuit, un réseau neuronal pour atteindre notre cible. On atteint finalement rarement la cible d'un coup. C'est vraiment en empruntant un chemin par la connectique intracérébrale. Alors vous connaissez sans doute ces travaux, finalement, avec l'imagerie cérébrale et la capacité qu'ont maintenant les systèmes informatiques, on peut trouver des réseaux
interconnectés les uns avec les autres. On parlait tout à l'heure du réseau de la salience. Dans les troubles psychiatriques, le modèle actuel, c'est finalement une difficulté, une perturbation de l'homéostasie entre le réseau de la salience et le réseau de la récompense. Il y a d'autres réseaux impliqués, mais c'est vraiment ces deux réseaux-là qui vont être désengagés ou surengagés alternativement. Si on prend l'exemple de la dépression, on va voir que le réseau de la salience va être désengagé dans ses fonctions inhibitrices, dans les tâches cognitives, dans l'inhibition cognitive et comportementale. Et quand on va aller faire la stimulation magnétique sur la porte d'entrée qui est le cortex dorsolatéro-préfrontal, c'est bien le circuit de la salience désengagé qu'on va chercher à réengager en réimprimant un rythme cérébral avec les hautes fréquences. Si on va maintenant chercher à cibler le réseau de la récompense, qui est surengagé dans les addictions, mais on sait aussi surengagé chez les patients déprimés qui ont finalement des stimuli négatifs avec une survalorisation émotionnelle des événements négatifs. En inhibant un circuit de la récompense surengagé, on espère avoir un bénéfice dans les troubles dépressifs, dans les troubles addictifs. Donc, en résumé, on a deux approches en RTMS, une stimulation excitatrice du réseau de la salience pour augmenter les capacités de contrôle cognitive et la capacité d'inhibition cognitive et comportementale. Au contraire, une stimulation inhibitrice d'un réseau qui est suractivé pour limiter la motivation pathologique. On peut orienter le sens de la stimulation. Alors, je vais passer assez vite là à la TDCS, deuxième technique, qui est en fait un système beaucoup plus simple, embarquable à domicile, on le verra tout à l'heure, où on va proposer un système qui va envoyer un courant de faible intensité, 2 mA, 2 électrodes, une anode, une cathode. Il y a des montages beaucoup plus complexes qui sont réalisables. L'idée, et ça c'est des données qui datent, vous voyez, de 1964, ça va être de moduler le circuit cérébral en augmentant l'excitabilité corticale avec l'anode et en diminuant l'excitabilité corticale avec la cathode. Et les études chez l'animal montrent, si vous mettez une électrode dans le cortex du cerveau après la stimulation cathodale, vous allez avoir vraiment une réduction, c'est ici, une réduction des impulsions, l'activité spontanée neuronale. Et si vous faites de la stimulation anodale, l'activité neuronale spontanée va être augmentée. Ces travaux ont été répliqués et on sait maintenant connaît bien les paramètres de stimulation. Si on fait le même montage que tout à l'heure, mais sur le cerveau humain de quelqu'un de bien vivant, évidemment qu'on ne va pas lui planter des électrodes dans le cerveau, donc on va faire des potentiels évoqués moteurs, on va faire une stimulation cathodale ou une stimulation anodale, et puis on va regarder si ça a une influence sur l'aire motrice et sur les potentiels évoqués moteurs. Alors sur la courbe ici en haut à droite, on voit après stimulation basique, sans stimulation, l'amplitude des potentiels évoqués moteurs. Ici, après une stimulation cathodale qui a eu pour effet d'inhiber, c'est ce qu'on revoit ici sur ces diapositives, et ici, avec une stimulation anodale, on augmente les potentiels évoqués moteurs. Après une seule séance, la durée dans le temps, elle est réduite, vous voyez, c'est 4 minutes. Donc, il faut vraiment multiplier les séances pour avoir un effet thérapeutique. On peut modifier les paramètres, l'intensité, la durée, la taille des électrodes. On peut faire plein de montages très différents pour adapter le montage en fonction de la cible thérapeutique. La sécurité est bonne. Il peut y avoir des brûlures, vous voyez, chez les sujets âgés. Donc, il faut être un petit peu vigilant. Mais en dehors de ça, il y a très, très peu de risques, à tel point qu'une société, et il y en a d'autres qui vont s'y mettre, ont développé des systèmes at home, c'est-à-dire des systèmes où finalement le psychiatre pourrait programmer la séance de stimulation magnétique, le psychiatre ou le neurologue pourrait programmer la séance de stimulation magnétique 1 fois, 2 fois par jour avec des paramètres déterminés, avec un temps de repos entre les 2 séances pour pas que le patient se surstimule et fasse son traitement à domicile, alors que vous l'avez compris, la stimulation magnétique est beaucoup plus complexe et doit être faite uniquement à l'hôpital. Je vous remercie pour votre attention
Et j'ai le plaisir de passer la parole à Béatrice Garcin, docteur Béatrice Garcin, qui est médecin neurologue, qui travaille à l'hôpital d'Avicenne, à Bobigny, et qui a une consultation qui est dédiée aux troubles de neurologie fonctionnelle. Elle est également co-responsable au sein de l'AFPBN avec Coraline Ingret de la section neuropsychiatrie. Je te passe la parole, Béatrice. Merci beaucoup, David. Merci. Bonjour à tous. Donc pour finir, moi, je vais vous parler des données existantes sur la neurostimulation dans les troubles neurologiques fonctionnels. Donc vous venez de le voir, il y a plusieurs sortes de stimulation non invasive. Je vais commencer par parler de la stimulation magnétique transcrânienne, et notamment parce que c'est un traitement qui est très utilisé dans les troubles moteurs fonctionnels, et notamment à Paris, à la Salpêtrière, et à Bobigny, à l'hôpital où je travaille. Alors tout ça, ça a commencé en 2008. Les patients étaient adressés en neurophysiologie pour des potentiels évoqués moteurs, donc pour l'exploration de leurs symptômes. Et comme vous le savez peut-être, pour réaliser les potentiels évoqués moteurs, on utilise la stimulation magnétique transcrânienne en choc unique sur le cortex moteur à une intensité qui est au-dessus du seuil moteur. Et au cours de cet examen, le docteur Mesrati, que vous voyez en bas à droite, a constaté une amélioration significative des patients après l'examen. Alors, un petit exemple en vidéo. Donc, c'est une patiente qui a été suivie pour un syndrome parkinsonien. Devant une réponse insuffisante au traitement, finalement, elle a eu un DAT scan qui était normal et donc un diagnostic de syndrome parkinsonien fonctionnel a été posé. Et vous voyez en haut avant la TMS et en bas à droite, juste après la TMS, donc une amélioration significative de son état clinique, en fait une totale disparition des symptômes. Qu'est-ce que passe-t-il ? Voilà, donc après ces observations, le docteur Mesrati a commencé à utiliser ce traitement, la TMS à visée thérapeutique, et elle est devenue en fait très rapidement connue, donc on lui adressait beaucoup de patients. Comment ça se passe en pratique ? On commence toujours par des potentiels évoqués moteurs et sensitifs qui permettent de vérifier la normalité des voies motrices et sensitives. Et puis ensuite, il y a une séance de TMS à proprement parler, comme vous pouvez le voir ici, donc avec une fréquence extrêmement basse. On est à bien moins que 1 Hz, plutôt 0,5 voire 0,2 Hz, ce qui était initialement le temps nécessaire pour recharger la machine. Et en fait, vous voyez, c'est un patient qui a un tremblement fonctionnel là, et en fait, la TMS va entraîner un petit mouvement du côté contralatéral à gauche, qui va interrompre brièvement ce tremblement. Voilà, donc entre 2008 et 2016, elle a traité comme ça près de 500 patients ayant un trouble moteur fonctionnel et a observé une récupération, une guérison complète chez la moitié des patients, une amélioration significative chez 30% supplémentaires et pas d'effet pour 20% des patients. Ce sont des données personnelles qui ne sont pas publiées et en 2021, plus de 1200 patients ont été traités de cette manière par TMS pour un trouble moteur fonctionnel. Alors, vous allez me demander, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui utilisent ce traitement ? Mais il y a une autre équipe localisée à Rouen qui utilise les mêmes paramètres de stimulation et ils ont publié une amélioration très significative chez 62 sur 70 patients ayant un déficit moteur fonctionnel. Après, quand on regarde en dehors de la France, les données sont beaucoup plus faibles. Il y a quelques case reports que j'ai cités ici, et avec à chaque fois un effet très significatif de la TMS lorsqu'on l'utilise au-dessus du seuil moteur. Cependant, il y a aussi une équipe qui n'a pas réussi à reproduire ces résultats. Cependant, ils avaient inclus des patients qui avaient des symptômes chroniques et résistants à tous les traitements. Donc, il s'agit d'une étude qui a été réalisée à Édimbourg. Donc, si je résume, la TMS de type potentiel évoqué moteur répété a montré une efficacité et très utilisée, surtout par 2 équipes à Rouen et à Paris. Alors, est-ce que c'est objectivement efficace ? Pour évaluer ça, on a réalisé une étude chez 24 patients ayant des mouvements
anormaux fonctionnels chroniques qu'on a filmés avant et après le traitement par TMS. Les vidéos ont été cotées à l'aveugle à l'aide d'un score adapté. Et vous voyez que 3/4 des patients ont été significativement améliorés par la procédure. Donc visiblement, ça marche vraiment et de manière objective. Donc la question qui se pose maintenant, c'est comment ça marche. La première hypothèse dont vous a parlé David, c'est l'existence d'un effet neuromodulateur. Donc un effet lié à la modification de l'excitabilité corticale par la TMS. Pour évaluer ça, on a réalisé une étude dans laquelle on a comparé l'efficacité de la stimulation magnétique transcrânienne à une stimulation radiculaire qui va entraîner le même effet moteur, mais sans action directe sur le cortex. Les patients ont été significativement améliorés par la procédure dans tous les cas, mais on n'a pas observé de différence significative entre les deux types de stimulation. Et on en a déduit que c'est peut-être pas un effet neuromodulateur. Un autre argument pour ça, c'est que les paramètres qui sont utilisés ici sont inférieurs à 1 Hz et avec moins de 100 stimulations. Et donc ces paramètres n'ont pas d'effet neuromodulateur démontré chez l'homme et chez l'animal. Et les effets qu'on observe sont beaucoup plus importants et beaucoup plus prolongés que ce qu'on observe habituellement lors des effets neuromodulateurs liés à la rTMS. Alors, est-ce que c'est juste un effet placebo ? L'équipe de Rouen s'est posé cette question et pour y répondre, ils ont fait une étude dans laquelle ils ont comparé la stimulation de type PEM répétée à une stimulation sham. Donc, ils ont inclus 94 patients ayant un déficit moteur fonctionnel. Les résultats ne sont pas encore publiés, mais le docteur Chastan et le docteur Velter me les ont gentiment donnés pour que je puisse vous les présenter aujourd'hui. Et vous voyez que les deux groupes actifs et sham étaient significativement améliorés par la procédure, mais sans différence significative entre les deux groupes. Alors, il y a peut-être une petite limite dans cette étude, c'est que le déficit moteur était évalué uniquement par une cotation vidéo, donc on peut se dire peut-être ça manque un petit peu de précision et de sensibilité. Mais ça pose une grosse question parce que si c'est uniquement un effet placebo, on peut se demander dans quelle mesure c'est éthiquement acceptable de proposer ce traitement aux patients. Et ça pourrait être l'objet d'un débat qui est assez complexe. Et puis enfin, la troisième hypothèse, c'est que ce traitement agit aussi par un feedback sensorimoteur, donc un effet plutôt bottom-up. Et alors l'argument pour ça, c'est que finalement, je vous ai montré, la TMS est très efficace quand on l'applique au-dessus du seuil moteur, donc quand chaque stimulation va induire un mouvement. Mais à contrario, quand on l'applique à une intensité en dessous du seuil moteur, les résultats sont beaucoup plus décevants. Donc, il y a 3 études principalement, dont 2 essais contrôlés randomisés, qui ont utilisé des paramètres comparables à basse fréquence, mais en dessous du seuil moteur. Et vous voyez qu'aucune des études n'a été très probante. Dans la deuxième étude, donc ayant inclus 11 patients ayant un déficit moteur fonctionnel, il n'y avait pas d'effet sur la perception de la force par les patients, mais une petite amélioration sur le dynamomètre. Et dans la troisième étude, donc réalisée à Toulouse, qui a inclus 18 patients ayant un tremblement fonctionnel en dessous du seuil moteur, donc n'induisant pas de mouvement, les patients étaient un petit peu améliorés sur l'échelle PMDRS après la procédure par rapport à avant la procédure, mais il n'y avait pas de différence significative entre le groupe sham et le groupe actif et pas d'effet sur la qualité de vie. Donc finalement, très efficace au-dessus du seuil moteur, pas d'effet franc quand on est en dessous du seuil moteur. Et pour évaluer, et donc l'hypothèse, c'est que c'est peut-être la sensation de mouvement normal pendant la TMS, renforcée par la démonstration de la normalité des voies sensorimotrices, qui a un effet thérapeutique. Et donc pour évaluer ça plus spécifiquement, l'équipe de Tim Nicholson à Londres a proposé un essai thérapeutique dans lequel ils ont comparé la stimulation juste au-dessus du seuil moteur à une stimulation juste en dessous du seuil moteur, à chaque fois appliquée sur le cortex moteur primaire chez des patients ayant un déficit moteur fonctionnel. Et ce qu'on voit dans cette étude, c'est que la stimulation au-dessus du seuil moteur, donc qui est le groupe actif ici, était beaucoup plus efficace que la stimulation en dessous du seuil moteur, donc ce qui conforte l'hypothèse que peut-être que c'est l'induction du mouvement par la TMS qui a un effet thérapeutique.
Voilà, donc c'est peut-être un combo de l'effet placebo et du feedback sensorimoteur qui a un effet thérapeutique en utilisant ces paramètres de stimulation. Alors finalement, il n'y a pas grand-chose de nouveau, hein, puisque au 19e siècle, on utilisait la faradisation avec une grande efficacité. Vous voyez cet extrait du journal hebdomadaire du Monde illustré en 1887. Des milliers de malades ont été traités ces dernières années à la Salpêtrière. Les malades en traitement sont placés sur une série de tabourets isolants reliés à une machine électrique, et c'est ce qu'on appelle le bain électrique. Et Gowers, en 86, à propos de ce traitement, expliquait que l'efficacité de la faradisation reposait sur la génération du mouvement dans les muscles, la douleur produite, mais aussi dans l'attente du patient. Donc finalement, exactement ce que je viens de vous dire. La faradisation a été critiquée au début du XXe siècle en raison de l'effet supposé lié à la suggestion, qui était du coup très critiqué, et puis surtout parce que ça a été utilisé pendant la Première Guerre mondiale chez les soldats ayant des troubles fonctionnels ou des symptômes neurologiques pour les guérir et les renvoyer au front. Et les stimulations utilisées à ce moment-là étaient très douloureuses, et on a appelé la faradisation le torpillage. Donc, on peut peut-être se demander si la faradisation n'a pas été remplacée par la mestratisation, du nom du médecin qui l'utilise à la Salpêtrière. Voilà. Cependant, pour conclure sur cet aspect, clairement, on a besoin d'essais contrôlés randomisés. La problématique qui sera vraiment à définir, c'est quel sera le meilleur groupe contrôle et quel sera le critère principal d'évaluation de l'efficacité de ces essais. Alors, est-ce qu'on peut utiliser cette même stimulation pour d'autres symptômes neurologiques fonctionnels? Il y a quelques case reports de patients ayant eu ce traitement dans le cadre de CNEP, dans le cadre de déficit sensitif, cécité ou aphonie. Cependant, tous ces case reports proviennent de la même équipe, et donc clairement, on manque de preuves et on a besoin d'essais randomisés, contrôlés pour évaluer cela. Alors, maintenant, qu'en est-il de la TMS à visée vraiment neuromodulatrice, ce qu'on appelle donc RTMS? Là, il y a très peu de données, donc j'ai résumé tout ce que j'ai trouvé dans la littérature. Il y a donc 2 cas de patients qui ont eu 30 sessions de 1 à 1 Hz de RTMS sur le cortex prémoteur dans les déficits moteurs, avec pour objectif une inhibition du cortex prémoteur. On a 7 cas de patients qui ont eu de la RTMS sur la jonction temporopariétale droite pour traitement des CNEP. Et vous voyez que là, c'est pas du tout le même nombre de stimulations que ce que je vous ai présenté avant. 30 sessions avec à chaque session 3000 pulsations. Et donc là, on était à haute fréquence, donc avec plutôt un effet d'augmentation de l'excitabilité de la jonction temporopariétale droite, région cérébrale qui est souvent attribuée, qui est impliquée dans le sens de l'agentivité. Donc l'objectif, c'était d'augmenter le sens de l'agentivité chez ces patients. Et puis enfin, une étude préliminaire publiée très récemment chez 6 patients ayant des mouvements anormaux fonctionnels, dans laquelle les auteurs ont proposé une stimulation de type Theta Burst intermittente sur le cortex préfrontal dorsolatéral dans les mouvements anormaux fonctionnels. Donc 3 sessions par jour avec 600 pulsations par session pendant 2 jours. Donc là aussi, vous voyez, beaucoup plus que ce que je vous ai montré avant. Et les auteurs ont montré que ce protocole entraînait une diminution de la connectivité fonctionnelle fronto-amygdalienne et une diminution de la réactivité amygdalienne aux stimuli émotionnels en IRM fonctionnel. Donc voilà, des données très préliminaires. Pour l'instant, trop peu d'évidence pour proposer ce traitement à visée thérapeutique. Et puis, qu'en est-il des autres modalités de neurostimulation non invasive? Alors, les ECT, vous savez ce que c'est le déclenchement d'une crise épileptique par un courant électrique transcrânien administré sous anesthésie générale. Donc, il y a 4 cas rapportés montrant une efficacité dans des troubles fonctionnels. Donc, clairement, on manque de preuves.
c'est pas un traitement anodin et à réserver pour des situations de dépression résistante ou de catatonie. Et enfin, la TDCS, David vous en a parlé également. Donc, on a très peu de données. Un auteur, donc une étude publiée en 2019, proposant la TDCS anodique sur le cortex pariétal postérieur pour diminuer la sensibilité interoceptive chez 9 patients avec TNF moteur. Donc, pas de données sur l'efficacité sur les symptômes, hein, vraiment juste ce traitement pour diminuer la sensibilité interoceptive. Un cas d'une patiente ayant des CNEP traitée par TDCS et améliorée au décours. Et puis, un essai en cours dont vous avez déjà parlé, donc coordonné par Dr Koné-Géraud, évaluant l'efficacité de la TDCS sur le cortex préfrontal dorsolatéral gauche pour traiter le handicap moteur. Donc, vous voyez là, très peu de données, mais des pistes. Donc, pour résumer ma présentation, on a encore très peu de preuves pour la stimulation cérébrale non invasive à visée neuromodulatrice, mais plein de pistes, notamment concernant l'utilisation de la TDCS et de la RTMS. Et la TMS à choc répété, donc de type potentiel évoqué moteur, à intensité haute du seuil moteur, sur le cortex moteur primaire peut être proposé comme complément de traitement à la prise en charge et comme complément de traitement physique et à la prise en charge multidisciplinaire chez les patients ayant un trouble moteur fonctionnel avec vraisemblablement un effet placebo important, mais aussi l'effet d'un feedback sensorimoteur et un effet comportemental. Donc, je vous remercie de votre attention et je remercie tous mes collaborateurs et notamment mes collaborateurs du réseau TNF France, donc le docteur Guillaume Carle et Coraline ici présente. Merci beaucoup Béatrice, merci David, merci Ismaël, vraiment pour ces très brillantes présentations et intéressantes. On a pas mal de questions et on va le voir, je pense qu'il y a vraiment cette question du débat et la présentation de David Sekeli nous a permis de remettre en évidence ce qui est de la stimulation transcrânienne et les différentes modalités parce que très souvent, enfin moi par exemple dans l'équipe de neurologues avec lequel je travaille, mais non, la stimulation, ça ne permet pas de faire bouger les réseaux, c'est n'importe quoi, c'est quand même des choses que j'entends encore assez régulièrement. Tout cela n'est que placebo et on voit bien la différence extrêmement importante à faire entre de la TMS et de la RTMS et toute la question des protocoles précis où évidemment on ne peut pas attendre de neuromodulation quand on ne stimule pas de la manière adéquate. Donc c'est vraiment des choses intéressantes. Il y avait d'abord pour le premier intervenant, Ismaël, des questions autour de ton PHRC et pourquoi tu as été choisir la TDCS particulièrement et revenir peut-être sur le type de TNF que tu prends en charge dans ton étude et tes résultats préliminaires et puis on enchaînera ensuite. Voilà, donc merci à tous, merci Coraline. Nous avons choisi le cortex préfrontal dorsolatéral comme cible pour la TDCS dans le PHRC ConverStim suite aux résultats de l'étude ICOR. Comme je vous l'ai dit, dans cette étude, on a mis en évidence que l'augmentation d'activité du cortex préfrontal dorsolatéral gauche était associée à une amélioration des symptômes chez les patients à 3 mois et puis même aussi à 6 mois. En fait, les patients ont été suivis pendant 6 mois au total pour cette étude. Je vous ai présenté uniquement les résultats à 3 mois. Et donc, on s'est dit qu'en stimulant le cortex, cette zone, on pouvait booster, stimuler l'amélioration des symptômes chez les patients. Et donc, pour cela, on a utilisé un protocole classique de TDCS qui consiste en 2 séances de TDCS de 20 minutes par jour pendant 5 jours, soit au total 10 séances de TDCS chez des patients, avec un bras de TDCS active versus un bras de TDCS placebo pour comparer évidemment l'effet et pour connaître vraiment l'effet placebo associé à ce traitement. Et en plus de cela, ce que je vous ai montré, c'est des images de modification de l'activité cérébrale associée à ces stimulations, car en effet, on a couplé ces stimulations à une évaluation par IRM
cérébrale fonctionnelle avant et après les séances de stimulation. Donc à J0, une première IRM fonctionnelle, puis à J7, après la dernière séance de TDCS, une deuxième IRM fonctionnelle pour pouvoir comparer. Et donc cette IRM fonctionnelle est faite au repos et en activation par imagerie mentale, et on demande aussi au patient de bouger son bras, toujours le même bras, pour activer les réseaux moteurs et voir connaître l'effet réel de la TDCS sur les réseaux moteurs activés. Voilà. Merci beaucoup Ismaël. J'aurais aimé moi vraiment avoir le point de vue de David sur ces résultats très contrastés entre la TMS et ce qu'on pourrait espérer d'études en RTMS ou en TDCS, parce que j'imagine qu'un peu ce glissement dans les pathologies psychiatriques a aussi eu lieu peut-être. Enfin voilà, j'aimerais ton point de vue sur ce sujet, s'il te plaît. Oui, je pense que c'est vraiment tout l'intérêt d'avoir des vraies études bien structurées et qui partent sur un rationnel scientifique, étayé par les données d'imagerie fonctionnelle. Alors là, l'étude d'Ismaël, à la fois, il y a une partie clinique et en même temps, il y a une proof of concept. Aller vérifier qu'il y a des choses qui bougent et de faire des corrélations entre ce qui bouge au niveau de l'IRM fonctionnel, de circuits qui vont s'engager, se désengager ou se surengager. Comment on va moduler cette histoire-là. Et je pense qu'effectivement, tu as tout à fait raison. Au tout début de la RTMS, ça a été fait de manière assez peu contrôlée, et ce qui a complètement discrédité la technique. Et je pense que, là je fais le pont avec ce que Béatrice nous a synthétisé de manière vraiment très claire. Toute la première partie de protocole RTMS, en fait, a été faite sans que ce soit des études randomisées, sans rationnel scientifique. Et finalement, les données avec derrière un rationnel et une physiopathologie, on ne les a pas encore. Elles vont arriver. Alors moi, j'avais une question justement à poser à Béatrice concernant l'étude des collègues de Rouen. Voilà, là, j'ai noté 91 patients, je crois, avec des troubles fonctionnels. Ils faisaient la RTMS, il y avait un groupe placebo. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme placebo? Est-ce que tu connais la procédure placebo? Quel type de bobine ils ont utilisé? Alors moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est vraiment le sham classique. Donc, application, tu sais, de la bobine avec le petit pulse, mais sans avec un petit pulse pour l'impression, mais sans application de champ magnétique, quoi. Alors, ça, je pense que c'est vraiment un point qui est capital. Et je fais, c'est pas sans lien avec ce que Coraline a pointé par rapport aux premiers travaux en RTMS, c'est qu'en fait, il a fallu des années pour que les fabricants de stimulateurs magnétiques arrivent à développer des procédures de placebo, des sham RTMS, qui soient vraiment indistinguables par le patient et qui n'aient pas d'action biologique. Pendant une dizaine d'années, quand on n'avait pas de bobine blindée, qui envoie un petit peu de courant, un petit champ magnétique, mais très faible, juste pour avoir la sensation cutanée de l'impulsion magnétique, en fait, ce que faisaient les équipes, c'était de positionner la bobine de RTMS sur le côté, ou alors un peu comme ça. Enfin, c'était un peu du grand n'importe quoi. Et en 2001, il y a eu un papier d'équipe américaine, de Sarah Lizambi, où ils ont fait une simple mesure sur le cortex moteur de ce placement de la bobine, et en fait, en plaçant la bobine sur le côté, il y a un petit peu de champ magnétique qui passe, il y a quand même une action biologique, physique, avec des potentiels évoqués-moteurs qui sont recueillis. Donc, si on compare une vraie stimulation avec une bobine qui met un petit peu moins de stimulation, peut-être que le placebo, il n'est pas de bonne qualité. Et puis le deuxième point, c'est que toutes les procédures en RTMS, et ça c'est un vrai souci, c'est c'est très difficile de faire du triple aveugle entre le patient qui ne sait pas ce qu'on fait, le cotateur qui, lui, ne doit pas savoir quelle procédure
qu'on utilise, et puis le manipulateur qui pose la bobine, qui, lui, sait quel type de bobine il positionne. Donc maintenant, d'un point de vue technique, ça s'est amélioré, mais c'est des choses relativement récentes. Et je pense que c'est vraiment un critère qui permet de savoir si on a un placebo qui est finalement un peu plus actif qu'on le pensait. Contrairement à la TDCS, et je ne sais pas si ça faisait partie de votre choix à Nîmes, Ismaël, mais avec la TDCS, c'est très facile de faire du vrai placebo, et pour l'investigateur, et pour le manipulateur, et pour le patient. Donc, ça va être une étude dont on attend les résultats, mais qui, méthodologiquement, sera propre. Alors, justement, au niveau on a une question de Guilhem Carle, donc, qui est responsable du réseau TNF France, qui demande tout l'enjeu de la méthode TMS dans les TNF-SHEM versus stimulation, si on doit rester au-dessus du seuil moteur. Est-ce qu'il y aurait des idées pour avoir un protocole de TNF-SHEM ou alors qu'on doit rester au-dessus du seuil moteur? Donc, comment faire ça paraît effectivement pas simple. Je ne sais pas, David, si tu as un éclair, mais c'est effectivement une bonne question. Comment maintenir un seuil moteur sans stimulation? C'est une vraie bonne question, Guilhem. Il y a une autre question qui revient de Guilhem, de Benjamin Margot, alors peut-être sur le positionnement, peut-être Ismaël ou Béatrice, sur la question des douleurs chroniques dans ce positionnement des troubles neurologiques fonctionnels. Est-ce que vous avez une opinion autour de ça, avec des troubles neurologiques fonctionnels moteurs qui peuvent être fréquemment associés à ces troubles douloureux chroniques? Alors peut-être que je me lance dans une première réponse. Nous, dans notre expérience, les symptômes sont toujours très polymorphes. Et les patients qu'on inclut dans les deux études ICOR, et qui est terminée, et dans l'étude ConvertStim, sont des patients qui ont tous en commun un déficit moteur, mais qui ont des symptômes polymorphes et donc d'autres symptômes associés. Et les douleurs sont très fréquentes chez ces patients, les douleurs chroniques sont très fréquentes, et il est même parfois complexe et difficile de dire si les douleurs sont à l'origine de la perte de fonction, ou si inversement la perte de fonction a pour conséquence des douleurs, car ce sont des symptômes fréquemment associés et parfois difficilement même distinctes. Donc pour essayer de faire la part des choses, on essaye d'utiliser des échelles vraiment objectives qui sont utilisées en neurologie classiquement, le NIHSS, qui est une échelle utilisée pour les AVC, le score EDSS, qui est une échelle utilisée, une échelle fonctionnelle pour la sclérose en plaques, et des scores fonctionnels comme le score OMS, le score, l'échelle CGI, et le score de Rankin modifié. Peut-être que Béatrice, tu veux... Oui, effectivement, je partage le point de vue de tout le monde. C'est un point de vue simplement observationnel, mais il y a un gros chevauchement effectivement entre la douleur chronique et les troubles neurologiques fonctionnels. Bon, par définition, nous, on reste quand même sur le critère DSM-5, qui est que le trouble neurologique fonctionnel est défini par la présence de symptômes moteurs, donc troubles du mouvement, déficit moteur ou mouvements anormaux, ou déficit sensoriel. Et bon, là, je ne vous donne pas tous les critères, mais donc ça reste un trouble de la commande motrice ou un déficit sensoriel. Et donc, la douleur chronique, dans ce sens-là, ne rentre pas dans le critère de trouble neurologique fonctionnel. Et c'est quelque chose qu'on a rediscuté avec la FND Society, donc la Société des Functional Neurological Disorders. Et il est important de garder ce cadre pour que ça ne parte pas trop dans tous les sens. Mais il y a un chevauchement très important avec la fibromyalgie et le syndrome douloureux régional complexe. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'études publiées récemment, notamment par Pop Kirov, qui montrent qu'en fait, le syndrome douloureux régional complexe, qu'on appelait avant algodystrophie, est une forme de trouble neurologique fonctionnel, ou en tout cas se superpose énormément dans la symptomatologie aux troubles neurologiques fonctionnels. Donc voilà, c'est intéressant.
mais des cadres qui restent quand même plus ou moins distincts, en tout cas pour l'instant, dans les définitions reconnues du point de vue international. Merci. Béatrice, on a des questions de Marion Moreau autour de l'étude de Simon Taïb à Toulouse qui, sur l'interprétation effectivement des résultats, réinterroger la notion de résultats statistiquement significatifs. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Je peux me remettre dessus. Alors moi, j'ai interprété ce que j'ai lu dans l'article et du coup, il est possible que je n'ai pas compris certaines données de l'article. Attendez, je vais me remettre sur les résultats parce que j'avais mis une petite courbe quand même. Donc, voilà, c'est là. En fait, dans l'article, ce qui est présenté, c'est un résultat après la TMS par rapport à avant la TMS. Et donc, en fait, on a les deux groupes, donc sham et actif, ont été comparés après versus avant. Et donc, voilà, il a été montré que les patients qui avaient eu le groupe actif étaient améliorés après par rapport à avant, mais il n'y a pas de comparaison, en fait, actif versus sham. Donc, j'en ai déduit que ce n'était pas significatif, mais j'ai peut-être mal interprété. Et là, j'avoue qu'on aura besoin de l'explication des personnes qui ont fait cette étude. Vous avez en tout cas ici les courbes sur le score PMDRS, qui est un score qui est adapté, enfin qui est spécifiquement conçu pour évaluer les mouvements anormaux fonctionnels. Et vous voyez que clairement, en tout cas par rapport à ce que j'ai présenté dans le cadre de la TMS appliquée au-dessus du seuil moteur, il existe peut-être un effet, effectivement, mais beaucoup plus faible que lorsqu'on applique la TMS au-dessus du seuil moteur. Donc voilà, après sur le détail de l'étude, je m'excuse si j'ai mal présenté les données. En tout cas, le message que je voulais faire passer, c'est que l'effet est beaucoup plus modeste quand on applique une TMS en dessous du seuil moteur. Et là, je pense que de toute façon, je ne me suis pas trompée. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter, à nous écrire à travers la FPBN ou aussi à travers le tnf.france@gmail.com qui est l'adresse du réseau troubles neurologiques fonctionnels ou d'être sur Twitter, aussi sur FND France. En tout cas, on revient sur cette question des douleurs chroniques et Guilhem pose la question de est-ce qu'il y aurait un intérêt de prendre un protocole RTMS dans la douleur chronique, à savoir par commencer à stimuler le M1, donc main, membre inférieur, face, puis le cortex préfrontal dorsolatéral si c'est inefficace. Je ne sais pas, David, si toi, tu as une expérience de stimulation dans les douleurs chroniques. Alors, j'ai pas d'expérience dans les douleurs chroniques, mais j'ai collaboré beaucoup avec mes collègues de la douleur chronique, notamment quand j'étais sur Grenoble, et qui ont développé une activité très importante de stimulation magnétique. Ce que je voulais dire, sans doute quelque chose que j'ai pas assez clairement expliqué pendant ma présentation, par manque de temps, mais quand on est en deçà du seuil moteur, on fait de la neuromodulation. Hein, et quand on fait de la stimulation magnétique répétée pour les patients qui souffrent de douleurs chroniques, on se met sur le cortex moteur et l'objectif n'est pas du tout de d'obtenir des mouvements comme on l'a vu là sur les vidéos illustratives de Béatrice. On est en deçà justement pour que ce soit, parce qu'on cherche à avoir un effet local, un effet de neuromodulation. Local, ça ne veut pas dire que ça ne rentre pas dans les réseaux et qu'on va se bouger un peu plus en profondeur. Mais on reste en deçà du seuil. Et quand on fait de la TDCS, quelque part, c'est un peu pareil. On fait de la neuromodulation. Quand on parle de neurostimulation, c'est quand on est au-delà du seuil moteur et qu'on commence à avoir des mouvements. Et je peux essayer de répondre à la question là du docteur Karl, hein, si je n'ai pas écorché son nom. Comment on peut faire pour finalement faire un placebo qui ferait quand même des mouvements? Mais on ne peut pas. Donc là, je pense que la seule manière de sortir, de faire une pirouette dans ce design d'études, c'est de dire qu'on est en train d'étudier différentes procédures, différents types de stimulation magnétique, supra-seuil, infra-seuil. Bon, là, je vous le fais avec un langage médical, mais certains vont déclencher les mouvements, d'autres ne vont pas déclencher les mouvements, et on va étudier ça.
On peut pas sortir de ça autrement, ou alors il ne faut pas que les patients se croisent dans la salle d'attente. Quid du regard du manipulateur qui, lui, va bien voir que de toute manière, il est infraseul ou qu'il ne déclenche pas de mouvement et que par conséquent, il est probablement dans le groupe placebo. Mais je ne vois que ça comme solution. Ben oui, ça semble en tout cas la seule manière de s'en sortir dans ce type de design d'études. On avait aussi une petite réflexion historique sur le torpillage de Bernard Audier. Évidemment que ce type de choses nous y fait penser, mais on voit bien qu'on est bien au-delà de cela, et Béatrice avait refait ce petit clin d'œil historique. Donc, sachez que vous pourrez retrouver ce webinaire en replay sur le site de l'AFPBN ainsi que tous les autres webinaires. Il y en a déjà eu de notre section neuropsychiatrie et de la section STEP. Donc, n'hésitez pas. Il y a un très bon webinaire qui a lieu dans 3 jours, le jeudi 16 décembre, par la section médecine psychosomatique autour de psychiatrie et diabète, qui peut être effectivement particulièrement intéressant. N'hésitez pas à nous contacter, à nous retrouver sur les réseaux pour discuter des troubles neurologiques fonctionnels. Je vous remercie à tous pour votre attention. Je remercie vraiment très chaleureusement David Sekeli, Béatrice Garcin, Ismaël Conegero qui ont participé et animé ce webinaire avec tout leur talent et leur enthousiasme sur cette question. Et je vous souhaite à tous une bonne après-midi et surtout d'excellentes fêtes de fin d'année à tous. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.